Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire, cet atelier en temps réel qui est dédié à la gestion des parties prenantes. Nous allons donc aujourd'hui parler de comment piloter nos parties prenantes, qu'est-ce que l'engagement de nos parties prenantes et comment maintenir nos parties prenantes engagées. Donc, je vous propose de partager le support que j'ai préparé. Et de commencer ensuite à travailler sur ces parties prenantes. Je m'appelle donc Isabelle Laurent-Collin, je suis présidente de la société ISC Consulting, qui est un cabinet de consultants, professeure associée au sein d'Excelia et chef de projet certifié PMP du PMA. 23 ans d'expérience dans des projets essentiellement orientés projets industriels et bâtiments. Et l'engagement des parties prenantes est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, ayant bien compris depuis très longtemps que le chef de projet seul ne pouvait pas piloter et réaliser son projet. L'intégralité de ce webinaire sera enregistrée et il sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube Gestion de projet by ISC Consulting. Vous pourrez donc vous y référer à nouveau, voir le proposer et le faire suivre à des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Et pour ceux qui ne souhaitent pas voir leur nom apparaître ou ne souhaitent pas participer, vous pouvez rester en micro-mute, voire en caméra cachée. Alors, commençons par effectivement définir quelle est la finalité de cet atelier. Alors, l'engagement des parties prenantes, important de savoir, c'est qui sont nos parties prenantes. Pourquoi nous intéressons-nous aux parties prenantes? Qu'est-ce que l'engagement des parties prenantes et comment maintenir engagées nos parties prenantes? Donc voilà, 4 sujets extrêmement importants que je souhaite partager avec vous. Je souhaite aussi savoir quels sont vos retours d'expérience pour pouvoir, de la même façon, identifier quelles ont été les pratiques qui vous ont semblé amener vos parties prenantes à contribuer activement à vos projets et quelles sont celles qui, au contraire, auraient pu avoir un impact négatif sur vos parties prenantes. Alors, commençons tout de suite par identifier qui sont nos parties prenantes. Je vous propose de le faire en 2 temps. Une partie définition des parties prenantes et une partie où nous allons rentrer dans le détail, la différenciation entre les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Alors, comment qualifier nos parties prenantes? Eh bien, en fait, il y a potentiellement autant de définitions sur qu'est-ce qu'une partie prenante qu'il y a de chefs de projet ou qu'il y a de contributeurs projet. Celle sur laquelle je me suis arrêtée, qui est plus en fait le reflet de mon expérience, ce serait de dire une partie prenante, c'est tout individu, groupe ou organisation qui peut exercer une influence sur le projet, donc qui peut prendre une décision, qui peut amener le projet à modifier l'une de ses contraintes, périmètre, coût ou délai, ou tout simplement dont les intérêts sont impactés par le projet. Ça peut être un riverain par rapport à un projet de construction notamment. Ça peut être des associations qui, on va dire, sont réunies pour, d'ailleurs, ou en opposition au projet. Voilà. C'est donc un ensemble, en fait, de personnes ou d'organisations qui impactent ou qui vont impacter le projet. Alors, comme on le voit dans la slide qui vous est présentée, on va très, très loin dans la partie prenante. On a la partie prenante majeure, bien évidemment, qui est le client, celui pour lequel on va réaliser le livrable. On va avoir des parties prenantes majeures en termes de contribution, c'est le chef de projet, c'est l'équipe projet. Et puis, on va avoir tous ceux qui vont contribuer, encore une fois, de près ou de loin, à la réalisation de ces livrables. Partie prenante de nos projets. Alors, comme je le disais en introduction, une fois qu'on a qualifié en fait et décrit qui sont ces parties prenantes, on a 2 catégories de parties prenantes. Les parties prenantes internes, les parties prenantes externes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de les dissocier? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'en fait, on ne va pas ensuite les piloter de la même façon. C'est un petit peu comme quand on fait de la gestion des risques, on ne va pas définir des plans d'action, on ne va pas définir des stratégies de réponse à l'ensemble des risques du projet. On va le faire par rapport aux risques majeurs. Et bien pour les parties prenantes, de la même façon, on va devoir qualifier
quelles sont celles finalement qui auront le plus d'impact sur notre projet, positif, voire négatif. Et donc, il est intéressant de qualifier les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Pour définir qui sont les parties prenantes internes, j'aurais tendance à dire qu'on peut dire que les parties prenantes internes sont celles qui sont légitimes pour prendre des décisions qui impacteront les contraintes du projet. Donc, je vous ai situé là avec ce petit schéma au cœur de la slide, ce qu'on appelle les contraintes du projet. Le projet a 3 contraintes, son périmètre, ce qu'on va livrer, le coût ou le budget pour le réaliser, et le délai, l'écart entre la date de début et la date de fin. Ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes du projet. Les parties prenantes internes sont des personnes, des organisations qui sont légitimes pour prendre des décisions, soit sur le périmètre, soit sur les coûts, soit sur les délais, soit sur les 3 contraintes. Donc, on est forcément face à des contributeurs du projet qu'il va falloir non seulement identifier, mais bien évidemment piloter avec une rigueur particulière. Quelques exemples pour que vous compreniez bien. On a le client, bien évidemment, là, qui peut impacter l'ensemble des contraintes au travers de ses décisions, au travers de la validation des livrables qui lui seront présentés. Le sponsor, je rappelle, au sens du PMI, Project Management Institute, le sponsor est donc le membre du comité de direction qui supporte le projet, donc c'est aussi celui qui servira d'arbitre, notamment entre le chef de projet et les contributeurs internes. On a bien évidemment le chef de projet dans les parties prenantes internes, et on a l'équipe projet, donc tous ceux qui vont participer à la réalisation des livrables. On y trouve aussi les responsables fonctionnels, qu'on appelle parfois les responsables métiers, et les responsables de l'eau, qui eux sont les contributeurs de la réalisation de leur propre périmètre métier, périmètre coût-délai. Parties prenantes internes, donc légitimes pour prendre des décisions, les parties prenantes majeures de notre projet. On a aussi les parties prenantes externes. Difficile, parce qu'en fait, globalement, les parties prenantes externes sont les plus nombreuses dans un projet. En revanche, on va le voir, elles impactent moins notre projet, mais elles sont très très nombreuses. Comment les qualifier? C'est délicat parce qu'il n'y a pas de groupe à proprement parler de parties prenantes externes. On pourrait considérer que ce sont les personnes qui sont non autorisées à prendre des décisions concernant les contraintes du projet, mais aussi ce sont celles dont les intérêts peuvent être plus ou moins impactés par le projet. Par exemple, les autres chefs de projet de l'organisation. Les autres chefs de projet de l'organisation ne sont pas légitimes pour prendre des décisions sur mon projet. En revanche, toute ressource, par exemple, consommée sur mon projet, va venir impacter la disponibilité des ressources pour leur propre projet. Donc, ce sont des parties prenantes externes parce que ce qu'il va se passer sur mon projet impactera leur projet. De la même façon, mes fournisseurs. Alors souvent, on me dit, mais les fournisseurs, non, ce sont des parties prenantes internes, ils peuvent prendre des décisions qui vont impacter mon projet. Alors, en phase de démarrage, jusqu'à ce que l'on signe les contrats, il y a bien évidemment une négociation. Donc, on est en phase de planification, on est en phase de préparation du projet, il y a des négociations avec nos fournisseurs. Dès lors que les contrats sont signés, globalement, il ne devrait plus y avoir d'impact des fournisseurs sur mon projet. En dehors, bien évidemment, des risques, des menaces, des opportunités, des cas de force majeure qui font que mon fournisseur n'est pas en capacité peut-être de livrer ce que je lui ai demandé. Mais ça n'est pas en tant que tel parce qu'il ne remplit pas les obligations de son contrat. C'est parce qu'il est contraint de faire face à des difficultés qu'il n'avait pas estimées ou que nous n'avions pas identifiées. Donc notre fournisseur, dès lors qu'on considère que le contrat est signé, devient vraiment une partie prenante externe. De la même façon, les concurrents. Les concurrents de mon activité sont des parties prenantes externes qui, effectivement, vont être impactés par les marchés que je vais prendre, vont être impactés par les solutions que je vais proposer et vont devoir réagir au regard de ces évolutions, au regard du développement de mon projet. De la même façon, ce dont je vous parlais tout à l'heure, si vous êtes le chef d'un projet, d'un bâtiment à réaliser, par exemple, dans une zone urbaine, tous les riverains seront des parties prenantes externes, aucune possibilité d'intervenir sur
le bâtiment en tant que tel. En revanche, si elles ne sont pas satisfaites de la communication que vous avez pu mettre en place, elles peuvent effectivement réagir et venir impacter votre projet, non pas directement ni sur son périmètre, son coût, son délai, mais en tout cas sur la facilité que vous aurez à le piloter. Donc, on voit bien qu'on a deux types de parties prenantes qu'on peut globalement, on va dire, identifier comme celles qui peuvent prendre des décisions sur le projet et celles qui, globalement, vont voir leurs intérêts impactés par le projet. Est-ce que c'est une classification que vous utilisez? Est-ce que c'est une classification qui, aujourd'hui, vous est familière? Bonjour Isabelle, Arnaud Brassard. Bonjour. De mon côté, c'est assez familier pour la partie interne en tant que telle. La partie externe vient beaucoup moins dans l'analyse des parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle est difficile à qualifier et c'est vrai qu'on porte moins un focus sur la partie concurrence, sur la partie organisationnelle, type autre chef de projet, etc. Voilà, c'est le premier point que je voulais apporter en Ok. commentaire. Merci Arnaud pour ce retour d'expérience. Je suis assez d'accord que la plupart du temps, on se focalise, et dès qu'on va parler de stratégie, en fait, on se focalise essentiellement sur nos parties prenantes internes. En revanche, une analyse rapide d'identification des parties prenantes externes reste quand même, à mon avis, un sujet à mener au moins en début de projet. Parce que, comme on le verra tout à l'heure au travers des différentes matrices qui vont permettre de qualifier l'impact et le pouvoir de nos parties prenantes sur notre projet, ça va nous permettre d'identifier celles qui pourraient avoir un vrai, on va dire, pouvoir de nuisance et celles que, notamment, on pourrait utiliser pour tout ce qui est vecteur de communication sur le projet. Donc là, j'aurais tendance à dire, même si ça ne fait pas partie des habitudes de l'entreprise, ne pas hésiter en début de projet quand même à essayer d'identifier nos parties Oui. prenantes externes, au moins pour identifier celles qui potentiellement pourraient nous nuire. D'accord. Alors ensuite, petite question, hein, pourquoi s'intéresser aux parties prenantes de nos projets? Encore une fois, voilà, comme vous venez de le partager avec nous, on va s'intéresser aux internes. Alors on va bien évidemment requalifier ensemble le rôle de ces parties prenantes internes sur nos projets, mais on va aussi s'arrêter sur le rôle des parties prenantes externes. Alors, quel est le rôle des parties prenantes internes sur nos projets? J'en ai identifié 4. On aura très rapidement, après avoir parlé des parties prenantes externes, la possibilité d'échanger si vous aviez des éléments à partager. Il y en a plus, bien évidemment. Mais l'idée, en fait, c'était d'essayer de mettre en évidence que nos parties prenantes, finalement, on va les solliciter et elles vont être incontournables dans les 4 phases du projet. Alors, on va s'intéresser déjà aux phases amont du projet, l'initialisation et donc la réalisation, en fait, de tout ce qui est charte projet. Donc, le rôle des parties prenantes, c'est d'aider le chef de projet dans la définition des besoins. Alors ça, c'est la relation chef de projet client. D'accord? On se souvient, 3 types de besoins. Les besoins que le client va nous exprimer de façon explicite, c'est son cahier des charges, quand on a la chance d'avoir un cahier des charges. Les besoins qu'on appelle les besoins implicites. Les besoins implicites, ce sont les besoins que le client n'exprime pas parce que dans la plupart des cas, pour lui, c'est une évidence. Notamment, j'ai eu l'opportunité donc de travailler sur des développements de systèmes d'information, notamment d'un SIRH, où dans le cahier des charges du client, j'avais de nombreuses informations sur ses besoins, notamment sur tout ce qui était gestion de carrière de ses salariés, sur tout ce qui était suivi des congés, etc., etc. En revanche, par exemple, il avait juste oublié qu'il avait besoin de fonctionnalités pour sortir ses bulletins de salaire. On est totalement dans l'exemple du besoin implicite, où c'est une telle évidence pour le client
qui ne le rappellent pas. Et la troisième catégorie de besoins, ce qu'on appelle les besoins latents, qui sont plus des besoins de reconnaissance. On le retrouve beaucoup dans les projets gérés par les municipalités, où bien évidemment les élus vont avoir besoin que leur projet porte, on va dire, une forme de reconnaissance par rapport à leurs engagements, afin notamment de pouvoir, quand c'est le cas et quand ils le souhaitent, briguer d'autres mandats. Donc on se rappelle ces trois types de besoins qui sont normalement échangés avec le client et qui vont nous permettre normalement de définir le livrable du projet. La partie prenante, très en amont, elle travaille aussi sur les exigences associées au produit. Et là, on n'est plus en direct avec notre client, mais on est notamment en direct avec les experts métiers, les responsables fonctionnels du projet, qui, eux, ont un véritable retour d'expérience, de connaissance des produits livrés par l'entreprise et seront en capacité, au regard des besoins du client, de venir clarifier, détailler le produit qu'il va falloir livrer. Donc ça, c'est le premier axe, définition des besoins et exigences du produit. Le deuxième axe fort, c'est l'identification des contraintes de réalisation associées notamment au retour d'expérience des autres projets. Encore une fois, là, on est beaucoup dans l'environnement des experts métiers, des responsables de lots de travaux, qui, justement, au regard de l'expérience, des compétences acquises au travers des années dans leur propre environnement, vont être en capacité, au-delà même des exigences du produit, de qualifier les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans la réalisation. Est-ce que ça va être des difficultés liées aux équipements? Est-ce que ça va être des difficultés liées à l'emplacement des machines, etc. On va s'intéresser à leur retour d'expérience pour bien définir dès le début les contraintes de notre produit. Ensuite, le troisième rôle important des parties prenantes internes, c'est l'identification des contraintes associées aux différents métiers, cette fois-ci, et à la réalisation même de ces métiers. Les ressources critiques. Est-ce que les ressources dont j'aurai besoin seront disponibles au moment où j'en aurai besoin? Donc ça, seul le métier pourra me répondre. Les compétences. Est-ce que dans l'équipe actuelle est disponible au moment où j'en aurai besoin, les compétences requises seront disponibles? Seules les parties prenantes peuvent répondre à ces questions. Et bien évidemment, le quatrième axe, c'est lorsqu'on est en phase d'exécution, ce sont les parties prenantes internes qui vont réaliser les livrables du projet au regard des résultats attendus sur le projet. Donc, on voit bien au travers de ces 4 points que les parties prenantes internes ont un rôle majeur au sein du projet: définition du produit, contraintes de réalisation, contraintes liées aux ressources métiers, disponibilité et compétences, et ensuite réalisation du livrable dans les meilleures conditions. De la même façon, il y a un rôle important joué par les parties prenantes externes. Alors, il est moins évident au quotidien sur le projet, mais en termes de gestion des risques, il peut être extrêmement important si on n'a pas eu l'opportunité ou si on n'a pas pris le temps de bien les identifier dès le départ. À nouveau, 4 points qui me paraissent importants à partager. Le rôle des parties prenantes externes, le premier, c'est de permettre la réalisation des livrables dans de bonnes conditions. Encore une fois, je fais référence à mes riverains autour de ce projet de bâtiment. Si on a eu une bonne communication, si l'équipe projet, le chef de projet, a une bonne communication vis-à-vis des riverains, a su répondre à leurs craintes, forcément c'est des peurs, a su apporter des réponses à leurs inquiétudes, les riverains vont globalement permettre la réalisation du bâtiment. Si en revanche, il n'y a pas eu communication, ou il y a eu dénigrement, il y a eu une négation de ce que représentaient les riverains, on sait pertinemment que le projet va rencontrer des difficultés, va rencontrer des réticences, et globalement risque d'être impacté, pas forcément sur son périmètre, et encore, s'il demande par exemple à la mairie de revoir le permis, mais en tout cas, ça va être impacté sur le délai, et dès qu'on est impacté sur le délai, on est impacté sur les coûts. Donc, ça, c'est un des rôles importants, justement, des parties prenantes externes, c'est de permettre, faciliter la réalisation des livrables. Ça peut être aussi de contribuer
à la réalisation des livrables dans de bonnes conditions. Et là, on va parler par exemple des fournisseurs. Le fournisseur a tout intérêt à ce que le projet se déroule dans les meilleures conditions. Il sait s'il a un bon cahier des charges, lui aussi, ou en tout cas une bonne commande, il sait ce qu'il doit livrer, il sait quand il doit le livrer, il sait à combien il doit le livrer. Il n'a pas d'intérêt à ce que le projet évolue en termes de périmètre, ni de délai, ni quoi, ni sur aucune autre de ces contraintes. Donc, il est aussi là pour permettre la réalisation des livrables dans les bonnes conditions. Les parties prenantes externes peuvent aussi avoir un rôle important pour tout ce qui est communication sur le projet, afin d'alerter, si besoin, mais aussi pour capitaliser les savoirs du projet pour l'organisation. Et là, c'est notamment le rôle des autres chefs de projet, qui ont un retour d'expérience, qui ont déjà partagé un certain nombre, on va dire, d'actions qui ont eu un impact positif ou d'actions à impact négatif sur leur propre projet, et peuvent donc, grâce à la communication qu'ils sauront mettre en place avec le chef de projet, permettre la bonne réalisation du projet. Et enfin, le quatrième point, c'est un rôle de challenger. Les parties prenantes externes, et notamment les concurrents, peuvent être de vrais challengers pour le projet au regard des solutions qui sont proposées. Le projet va forcément regarder ce que les autres proposent, va forcément regarder l'évolution des solutions techniques proposées par les concurrents et à ce titre, va faire évoluer son propre produit ou faire évoluer ses propres, on va dire, propositions. Voilà donc pour moi, en fait, la mise en évidence du rôle à la fois des parties prenantes externes et des parties prenantes internes. On voit qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes implications. Les parties prenantes internes sont vraiment essentielles dans la réalisation même du livrable. Les parties prenantes externes sont plus dans la levée des freins ou l'optimisation des moyens pour réussir, mais les deux sont tout à fait essentiels pour la réalisation et le succès du projet. Arnaud, avez-vous la même compréhension du rôle des parties prenantes internes, Oui, externes? oui, j'ai la même compréhension. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit effectivement sur les parties prenantes externes. On les identifie effectivement, comme vous l'avez expliqué. On les identifie au niveau de la gestion des risques. Quand vient la partie gestion des risques, là, elles viennent petit à petit s'identifier, notamment les concurrents, notamment les parties gestion organisationnelle avec des différents services, chefs de projet. Elles sont moins identifiées au niveau du registre des parties prenantes dès le départ, mais petit à petit, c'est vrai qu'elles s'identifient effectivement aux besoins. Mmh. Moi, je suis assez d'accord, hein, les parties prenantes externes, avant tout, l'important, c'est de les avoir identifiées pour la gestion des risques. Parce qu'elles D'accord. vont potentiellement, elles peuvent générer des freins qui sont quand même majeurs. J'insiste sur le côté opportunité, notamment vis-à-vis des concurrents, ça c'est certain, mais au-delà de ce regard très positif, avant tout, c'est pour lever les risques associés. D'accord. Et on est bien d'accord, cette partie identification, donc des parties prenantes, se fait tout au long de la vie du projet. Ah oui, tout à fait. Merci, oui, oui, merci, très bonne remarque. L'identification et la mise à jour du registre des parties prenantes qui vient souligner finalement les intérêts défendus de la partie prenante sur le projet est mis à jour tout au long de la vie du projet. On a un très gros travail à réaliser en phase de préparation, la phase qu'on appelle en fait la phase 2, la phase de planification. Mais ensuite, les parties prenantes peuvent avoir des positions qui évoluent. On verra dans l'une des matrices tout à l'heure qu'effectivement, il y a une position souhaitée et une position réelle. Et grâce à l'actualisation du registre tout au long de la vie du projet, ça nous permet d'avoir, on va dire, une approche dynamique de notre relation avec les parties prenantes. D'accord. Alors, maintenant, si on parle un petit peu de l'engagement des parties prenantes. Alors, pour moi, il y a un mot qui vraiment met en évidence ce qu'on attend d'une partie prenante, c'est sa loyauté. Alors, je vais vous définir un petit peu maintenant ce que moi-même j'entends par loyauté. L'engagement des parties prenantes passe par la loyauté au projet. Alors, j'ai repris les phases
parce qu'à chaque fois, au regard de chaque phase, je considère qu'on va attendre des parties prenantes des attitudes un peu différentes. En phase d'initialisation, donc quand on est vraiment sur, on va dire, le cadrage du projet, ce qu'on attend des parties prenantes, leur engagement porte sur, on va dire, la validation de la faisabilité du produit et les propositions de solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on va, comme on avait dans les besoins du client des besoins explicites et des besoins implicites, hein, et on sait que c'est globalement du 50% à chaque fois, on va attendre de nos parties prenantes qu'elles aient une lecture critique de ce qu'on leur propose en termes de livrables et qu'elles essayent par elles-mêmes, au regard de leur retour d'expérience, d'être force de proposition pour aller plus loin dans la définition des exigences du produit et pour écarter tout ce qui pourrait effectivement ne pas être faisable, ou en tout cas pas dans les contraintes du projet. En phase 2, en phase de planification, l'engagement des parties prenantes va se formaliser grâce, en fait, aux contrats internes que sont les lots de travaux. Et c'est donc la définition de lots de travaux signés entre le chef de projet et les experts métiers qui vont formaliser, détailler l'engagement des parties prenantes métiers. Alors, la définition des lots de travaux, le détail de ce qu'on retrouve dans un lot de travaux va dépendre bien évidemment de la complexité du projet, va dépendre aussi de la maturité de l'organisation, mais c'est bien au travers de ce contrat interne finalement entre la partie prenante et le projet qu'on va pouvoir engager nos parties prenantes, engager pour responsabiliser nos parties prenantes. Ensuite, en phase d'exécution, on va retrouver les parties prenantes dans la réalisation des livrables. Donc les livrables attendus, ceux qu'elles doivent réaliser pour bien évidemment livrer ce que notre client attend au final. Réalisation des livrables attendus tels que définis dans les lots de travaux, mais aussi capitalisation des retours d'expérience sur les différentes portes de phase. Alors je rappelle, hein, porte de phase, c'est le terme français pour les gate reviews. Porte de phase est assez peu utilisée, mais c'est la terminologie, donc je vous la donne. Donc, deux environnements, la livraison des intermédiaires, livrables intermédiaires, et la capitalisation des connaissances acquises sur le projet au regard des actions qui sont considérées comme ayant été bénéfiques sur le projet et de celles, bien évidemment, qu'on écartera. Dans cette phase d'exécution, on sait qu'on a aussi la maîtrise. La maîtrise, c'est donc ce qu'on appelle en fait le pilotage de la performance. Alors bien évidemment, on va demander à nos parties prenantes de mesurer ce qu'elles ont réalisé. De mesurer ce qu'elles ont réalisé et donc d'être en capacité de mesurer la performance de leur propre lot de travaux. On n'est pas dans une logique de régie entre le projet et les parties prenantes, on est dans une logique contractuelle. Donc, chaque partie prenante va mesurer ce qui a été réalisé, va identifier l'écart qu'il peut y avoir entre ce qui a été réalisé et ce qui devait être réalisé, pour rechercher des solutions et optimiser. Donc, la partie prenante, en tant que telle, sa loyauté vis-à-vis du projet, c'est d'être en capacité très tôt d'identifier et de clarifier toutes les possibilités, on va dire, pour livrer le produit attendu par le client, et puis ensuite, de s'engager vis-à-vis du projet en interne sur les contraintes de son lot de travaux, le périmètre, les coûts et les délais. En revanche, aujourd'hui, par retour d'expérience, il est clair qu'il existe un certain nombre de difficultés auxquelles ces parties prenantes sont confrontées. Alors déjà, le premier niveau de difficulté, pour moi, c'est le type d'organisation de l'entreprise. Parce que tout ce dont je parle dans ce webinaire, mais comme dans les précédents de la même façon, je parle toujours d'une organisation fondée sur les principes et les standards proposés par le PMI, où globalement, le chef de projet pilote des responsables de lots de travaux qui sont engagés sur le périmètre, le coût, le délai de leur environnement, ainsi que les risques associés à l'environnement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une organisation matricielle, voire même une organisation matricielle par délégation. Donc, on est quand même sur un certain niveau de maturité en gestion de projet.
Dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens aujourd'hui en tant que conseil ou en tant que formatrice, on est assez peu souvent sur des matrices projets aussi avancées. On est plutôt sur des organisations fonctionnelles, donc plus traditionnelles par métier, avec des projets qui s'inscrivent de façon transversale. Et là, il est très clair que dans ces environnements-là, le rôle et la position du chef de projet peut être quand même différente. Ce qui veut dire que forcément, les rôles et l'engagement des parties prenantes, métiers notamment, va être impacté. Donc ça, c'est la première difficulté que peuvent rencontrer les parties prenantes, le type d'organisation dans lequel elles vont intervenir et donc forcément les responsabilités qui leur seront demandées. Le point 2 en découle d'ailleurs, c'est le partage des rôles au sein du projet, entre justement le chef de projet, le sponsor, le responsable fonctionnel ou responsable métier, le responsable de l'eau. Il est important, effectivement, au regard de l'organisation et de la maturité projet de l'ensemble de ces missions, de bien définir qui est responsable de quoi, quel est son rôle. Donc ça, c'est bien le troisième point, le degré de responsabilité attendu réellement. Qui s'engage? Est-ce qu'il s'agit d'engagements pris par le chef de projet distribué aux autres parties prenantes? Ou est-ce qu'il s'agit d'engagements pris par les parties prenantes responsables métiers qui s'engagent vis-à-vis du chef de projet? Ça fait partie, on va dire, des incertitudes, des zones de flou, qui sont très préjudiciables pour le projet. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel moi, je vous recommande de travailler sur bien définir l'organisation matricielle ou l'organisation fonctionnelle projet, bien définir les rôles de chacun, finalement l'organisation cible et ses rôles, et définir le degré de responsabilité attendu, qui s'engage, et qu'est-ce qui se passe quand celui qui s'engage ne tient pas ses engagements. La quatrième difficulté, c'est aussi le niveau d'information sur le projet. En quoi les parties prenantes sont-elles systématiquement, on va dire, informées des réunions avec le client? En quoi sont-elles informées des réunions avec les autres responsables de métier, avec les autres chefs de projet? Finalement, comment circule l'information sur le projet? Si l'information ne circule pas, on ne peut pas demander aux parties prenantes de s'engager. Donc, on voit bien là qu'il s'agit non pas d'une difficulté technique ou méthodologique, il s'agit clairement d'une difficulté organisationnelle. Alors, difficulté, bien évidemment, qui peut se dépasser en travaillant sur la structure et l'organisation en tant que telle, mais qui, et ça c'est un petit peu la conclusion à laquelle j'arrivais, quand les parties prenantes, quand ces difficultés ne sont pas levées, les parties prenantes sont souvent considérées comme des prestataires ou comme de la sous-traitance, sont peu informées et peu sollicitées. Et donc, malheureusement, elles se désengagent. Est-ce qu'Arnaud, vous avez aussi cette perception-là sur les engagements, le type d'engagement, les difficultés d'engagement de vos parties prenantes? Oui, j'ai 2 points par rapport à ce que vous avez souligné, Isabelle. Effectivement, le partage des rôles est très important et le piège qui est régulièrement, réalisé, c'est que le chef de projet, fait à la place des parties prenantes ou s'engage à la place des parties prenantes. Ça, c'est quelque chose qui peut revenir facilement effectivement si ce partage des rôles et l'engagement des parties prenantes n'est pas clairement défini dès le départ. Oui. Le deuxième point aussi, c'est le niveau d'information effectivement sur les projets et là où je voulais intervenir, c'est surtout sur les grandes structures globales où les changements d'organisation peuvent, apparaître relativement régulièrement. Et là, il y a en fait effectivement tout un travail, à engager et à faire perdurer en termes de niveau d'information pour les nouvelles parties prenantes, en fait, qui vont s'imbriquer à la place des anciennes, pour les engager, les introduire déjà le projet, capturer les différentes attentes, de ces nouvelles parties prenantes qui peuvent être différentes, des précédentes personnes qui étaient en place au niveau de leurs fonctions. Et donc c'est un gros travail dans le temps et surtout à identifier
ces nouvelles parties prenantes vis-à-vis des changements d'organisation. Ah oui, c'est un point très important, merci. Oui, je n'avais pas pensé à le mentionner, mais c'est vrai que le turnover au sein des équipes, Exact. fait que globalement, si on n'a pas suffisamment documenté en amont, les informations du projet, mais aussi, effectivement le pilotage qu'on va mettre en place sur les parties prenantes, peut faire perdre un temps considérable, le temps que la partie prenante retrouve sa place. Et alors 1, retrouve sa place et 2, la difficulté, c'est d'avoir ensuite une partie prenante qui va s'engager finalement sur des contraintes périmètre coût-délai d'un lot de travaux peut-être qu'elle reprend à ce moment-là, et pour lequel elle ne va pas forcément partager la même définition. Donc, très beau sujet, très, très beau sujet. Merci. Alors, maintenant, comment maintenir l'engagement de nos parties prenantes? Moi, je vois 2 axes importants. Bah, justement, la documentation dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire en fait les différentes matrices qui vont nous permettre de caractériser la partie prenante et puis le pilotage stratégique de cette partie prenante. Et ensuite, le plan de communication destiné aux parties prenantes et donc l'actualisation aussi de l'information qui circule au sein du projet. Alors, apprendre à connaître les parties prenantes pour développer les stratégies, ça va passer par un certain nombre en fait, d'outils. Donc moi, il y a 3 matrices que j'utilise et que je vais vous proposer, qui permettent de qualifier nos parties prenantes, qui permettent aussi de nous focaliser ensuite sur celles qui auraient un impact majeur sur le projet. Pas forcément celles qui font le plus de bruit au départ, mais en tout cas celles qui ont, la possibilité, on va dire, soit, encore une fois, de représenter une menace majeure ou une opportunité majeure pour le projet. Et puis une 3e matrice qui est très intéressante, qui est la matrice des engagements. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous venez de le souligner, la partie prenante, elle va évoluer, tout au long du projet. Même quand elle reste la même, au regard de la façon dont on va la responsabiliser, dont on va effectivement accueillir ses résultats, mais aussi communiquer avec elle, elle va avoir un positionnement qui va évoluer. Alors, je vais vous montrer ces matrices et ensuite je vais vous donner des exemples. Ces exemples, comme je le montre ici, sont extraits du livre que j'ai écrit, Piloter votre projet, et qui est publié aux éditions Ellipse. Alors, pour développer le pilotage stratégique des parties prenantes, j'utilise 2 matrices. La première, c'est la matrice pouvoir-intérêt. La deuxième, c'est la matrice influence-position. Ces 2 matrices-là s'appuient sur ce qu'on appelle les analyses qualitatives. C'est-à-dire que, prenons la première, hein, matrice pouvoir-intérêt. On a donc 2 axes. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on va venir qualifier de 1 à 4, 1 étant faible, 4 étant fort, l'intérêt que la partie prenante manifeste pour le projet. Et ensuite, on va qualifier de 1 à 4, sur l'axe des ordonnées, le pouvoir exercé par la partie prenante sur le décideur. Et ce qu'on va réaliser ensuite en équipe, toujours en équipe, bien évidemment, parce que sinon on va être impacté, je dirais, par notre propre expérience et par notre propre passé avec la partie prenante. Donc en équipe, pour chaque partie prenante, on va venir positionner une valeur de 1 à 4 sur l'intérêt et de 1 à 4 sur le pouvoir. Et forcément, ça va nous positionner la partie prenante dans l'une des 4 vignettes qui vous sont proposées. Prenons par exemple une partie prenante qui a un intérêt de 1 ou 2 et un pouvoir de 1 ou 2. Elle se retrouve donc dans la case grise, partie prenante que nous considérons marginale, ne nécessitant aucun effort particulier. Ça peut paraître un petit peu radical comme approche, mais l'idée est la même que pour, par exemple, la matrice de Farmer dans les risques. On ne peut pas gérer les 250 parties prenantes de notre projet de la même façon. Il nous faut prioriser. Eh bien, nous considérons que, au moins au moment où on le fait, d'où l'importance, comme vous le soulignez, de bien le reprendre à divers moments dans le projet, que lorsqu'une partie prenante est d'un intérêt max de 2 et d'un pouvoir max de 2, pour l'instant, on ne met pas en place de stratégie spécifique. On va la garder sous surveillance.
Lorsque son intérêt est manifesté de 3 ou 4 et que son pouvoir reste faible, limité 1 ou 2, on a une partie prenante qu'on va garder informée. Elle est intéressée par le projet, elle n'a pas d'impact particulier, mais elle peut être réellement moteur, notamment dans la communication sur le projet, en proximité du projet. Lorsque son intérêt est plutôt faible, 1 ou 2, mais que son pouvoir est fort, 3 ou 4, il s'agit ici de parties prenantes à garder satisfaites, parce qu'elles ne sont pas très impactées par le projet vu que l'intérêt est limité, mais étant donné qu'elles ont un fort pouvoir, il va falloir quand même se méfier et essayer de les garder, on va dire, supportrices de notre projet. Et puis pour celles qui ont un fort intérêt, fort pouvoir, on est dans une logique de stratégie de partenariat. On va développer en fait une logique qui va nous permettre de maintenir engagée notre partie prenante tout au long du projet. Donc ça, c'est la première matrice pouvoir-intérêt. On verra des exemples pour bien comprendre comment on l'utilise. La deuxième matrice que je vais vous proposer, c'est la matrice influence-position. Influence, donc c'est pouvoir, si vous voulez, pouvoir-position. Nous aurons sur l'axe des abscisses la position par rapport au projet et sur l'axe des ordonnées, le pouvoir d'influence. Et de la même façon, de 1 à 4, 1 étant une opposition forte, 2 une opposition modérée, 3 un soutien modéré, 4 un soutien fort. Donc, de 1 à 4, on va passer d'une opposition, c'est-à-dire d'une partie prenante opposée au projet, à une partie prenante qui soutient le projet. Et en ce qui concerne le pouvoir, 1 faible, 4 fort. On reste sur la même logique. On va se retrouver avec 4 typologies de parties prenantes et donc 4 finalement attitudes de parties prenantes. On est en opposition avec un faible pouvoir d'influence. On va surveiller l'évolution du pouvoir d'influence. Encore une fois, on est en zone grise. On ne va pas forcément mettre en place d'activités de plan d'action immédiatement, mais on va garder cette partie prenante sous surveillance. On est en soutien, mais avec un pouvoir d'influence limité. On va entretenir la relation positive, on va renforcer l'influence, encore une fois, notamment en développant la communication et en gardant la partie prenante informée pour qu'elle reste globalement un petit peu le porte-drapeau de notre projet. On est en opposition avec un pouvoir fort, on a face à nous ce qu'on appelle un leader négatif. Alors, on ne va pas essayer de, dans ces cas-là, transformer un leader négatif en leader positif, on n'y arrivera pas. En revanche, on va développer des activités qui vont essayer d'éviter d'aggraver l'opposition. Et puis ensuite, lorsqu'on sera en soutien et en pouvoir d'influence fort, on sera face à des leaders positifs. Et là, encore une fois, on viendra développer des stratégies fortes en termes de participation au projet. Donc, ces deux matrices sont très intéressantes. L'une va nous donner la stratégie à développer au niveau du pouvoir-intérêt. L'autre va nous donner un positionnement qui va ensuite nous permettre, on va dire, de définir des réactions plus ou moins, on va dire, opportunistes peut-être, vis-à-vis du comportement de notre partie prenante. Alors, quelques exemples pour définir l'influence des parties prenantes. Alors, je resitue le contexte. Il s'agit ici, en fait, pardon. Il s'agit ici donc d'une entreprise qui s'appelle Découverte du Monde et qui veut développer en fait une activité, un site internet, une application pour développer la vente en ligne. Voilà. Et donc, j'avais pris l'exemple de 4 personnes. Tout d'abord, Monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt est le conseiller bancaire de DM voulant dire Découverte du Monde, donc la société qui va développer ce site internet. Monsieur Schmitt, quand on cherche à le qualifier dans cette matrice pouvoir-intérêt, globalement, il a un pouvoir à 4. Hein. Le conseiller bancaire, s'il ne veut pas accompagner l'entreprise dans le développement de ce site, il suffit qu'il ne lui prête pas l'argent nécessaire et le projet s'arrête. On est sur un pouvoir à 4. Son intérêt il est limité.
il n'a pas d'effort à faire spécifique sur le projet. On reste sur un projet qui est quand même marginal par rapport à son activité globale, donc son intérêt de 1. Et donc, vous voyez, 1 en intérêt, 4 en pouvoir. On est bien dans cette partie de la matrice que je vous présentais tout à l'heure. La stratégie qu'on va mettre en place, c'est une partie prenante à garder satisfaite. D'accord? Donc, on va avoir une relation avec notre banquier pour le maintenir satisfait. On va répondre à toutes les sollicitations en termes de documents, enfin tout ce qu'il veut, pour nous fournir les éléments dont on a besoin. Si on regarde maintenant effectivement l'imprimeur en bas, hein, le numéro 3, bon, l'imprimeur, c'est une partie prenante externe. Son pouvoir est très limité pour le coup, parce que de toute façon, on a un contrat, il faut qu'il puisse bien évidemment répondre aux besoins à son contrat. Son intérêt, bon, on va peut-être mettre 2, parce qu'effectivement, il a intérêt à développer un petit peu son chiffre d'affaires, sauf que, voilà, il est là pour imprimer les flyers d'un événement, ça ne va quand même pas avoir un retentissement majeur sur son activité. Donc, on est sur, en fait, un pouvoir de 1, un intérêt de 2. On est dans la case partie prenante marginale ne nécessitant aucun effort particulier. Voilà. Tant que ce fournisseur ne rencontre pas de difficultés majeures en tant que tel, on n'a pas de stratégie spécifique à mettre en place. Si on prend en revanche le numéro 1, M. Bouchra, qui est donc le sponsor du projet, c'est celui qui porte le projet auprès du CODIR. Alors lui, en termes de pouvoir, il est bien 4, puisque le sponsor est la partie prenante qui, par nature, a le droit de view de mort sur notre projet, donc il peut prendre toute décision sur le projet, et son intérêt, il est très fort, puisque c'est lui qui rend compte de la performance du projet devant le CODIR. Donc on est sur la case partie prenante stratégique avec laquelle s'engager dans une relation dense. Donc là, le chef de projet sait qu'il va devoir communiquer avec son sponsor, faire en sorte que l'engagement reste présent. Et si on prend par exemple Madame Le Goff, qui est notre responsable administrative et financière du projet, elle, finalement, son pouvoir, il est de 2, elle n'a pas grand pouvoir. Elle participe au CODIR, mais elle n'a pas grand pouvoir. En revanche, elle a un grand intérêt, puisqu'elle disposera, grâce à cet outil digital, d'un back-office important pour le suivi de sa performance. Voilà. Donc, ça nous permet de bien classifier nos parties prenantes. Et, je ne l'ai pas dit, mais pour Madame Le Goff, on est donc bien dans la case partie prenante à garder informée de l'avancée du projet. Donc, vous voyez, on a en fait, grâce à cette matrice, grâce à l'appréciation que l'équipe a du positionnement de chacune de ces parties prenantes, la possibilité de se focaliser sur des stratégies, de prioriser aussi l'utilisation de ressources pour le pilotage de ces parties prenantes. Ensuite, caractériser l'attitude des parties prenantes. Là, on est sur cette matrice pouvoir ou influence position. Alors, je vous ai proposé en 1, par exemple, de reprendre M. Bouchra. Donc, M. Bouchra, notre sponsor, pouvoir 4, soutien 4. Le jour où le sponsor n'est pas soutien à 4, ça devient beaucoup plus compliqué pour le chef de projet quand même. D'accord? Donc là, on est bien sur la case leader positif à soutenir, à valoriser. On est cohérent. Si on prend par exemple la société Transvoyage, qui est un concurrent de Découverte du Monde, pouvoir, elle n'a pas d'impact direct, mais elle a la possibilité de communiquer. Donc, on n'est pas à 1, on est quand même à 2. Et puis, elle est forcément en opposition. On n'a aucun intérêt à ce que Découverte du Monde développe en fait une activité de vente en ligne. Donc, on est bien sur cette case opposant. On n'est pas sur un opposant à fort pouvoir. Donc, pour l'instant, on ne va pas mettre en place de stratégie spécifique. Mais on reste très vigilant par rapport à son évolution. Et puis, on a M. Moussa, qui est un vendeur. Lui, il a un pouvoir forcément limité en tant que tel, hein, mais il influence quand même un petit peu le choix de développement. Et puis, en fait, il faut entendre qu'en termes de position, il est inquiet. Il est inquiet parce que lui, il est un vendeur en présentiel. Cette activité de vente en ligne l'inquiète par rapport au devenir de sa mission au sein de l'entreprise, donc par rapport à ce que lui a comme possibilité d'évolution, voire même par rapport à la pérennité. Et donc, voilà, il n'est pas en soutien complet, il est en position, en position d'opposition, alors opposition modérée, mais opposition quand même. Et c'est très intéressant d'avoir généré finalement cet échange parce qu'on peut imaginer, peut-être un peu rapidement,
que tous les membres de l'entreprise vont être en soutien parce que globalement, c'est un projet de l'entreprise, eh bien, il faut prendre en compte aussi les appréciations des parties prenantes et notamment leurs peurs, leurs inquiétudes pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'était la deuxième matrice. La troisième matrice que je souhaitais vous proposer, c'est celle qui caractérise l'engagement actuel vis-à-vis de l'engagement cible. Par exemple, le numéro 2, alors, je ne me souviens plus de qui était numéro 2, le numéro 2, c'était la directrice administrative. Actuellement, elle est ici. Actuellement, l'équipe la pressent neutre, mais l'équipe souhaiterait qu'elle devienne meneur. C'est intéressant de voir qu'en fait, sur les engagements des parties prenantes, on a qualifié 5 niveaux d'engagement. Le niveau maximum, c'est-à-dire celui qui va vraiment être extrêmement impliqué, c'est le niveau meneur. Le niveau meneur, il est impliqué positif. Un peu moins impliqué, c'est favorable. C'est quelqu'un qui n'ira pas contre vos décisions, mais qui n'ira pas prendre de décision particulière. Le niveau neutre, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est ni favorable ni défavorable. Il attend de voir ce qu'on lui propose. Le niveau réticent, c'est quelqu'un qui est plutôt défavorable. Et niveau inconscient, ça, ce sont des parties prenantes qui sont réellement à risque, parce que ce sont des parties prenantes pour lesquelles, on va dire, le projet, pour le moment, n'existe pas. Ce n'est pas qu'elles sont neutres, c'est que le projet n'existe pas. L'impact sur leur vie, professionnelle, personnelle, etc., n'est pas qualifié. Et la difficulté avec ces parties prenantes, c'est qu'au moment où elles vont passer d'inconsciente à consciente, elles vont d'un seul coup devenir soit réticentes, soit neutres, soit favorables, soit meneurs. Si elles sont tout de suite favorables, tant mieux, on a gagné du temps. Si en revanche elles sont réticentes et qu'on ne les a pas qualifiées, on va être à risque. Donc dans cette matrice, on cherche par rapport aux parties prenantes à qualifier quelle est notre perception de leur engagement actuel et quel est l'engagement cible qu'on souhaite qu'elles aient, ce qui va nous permettre, bien évidemment, de développer les plans d'action correspondants. Au-delà de ces 3 matrices, je vous ai aussi parlé du plan de communication du projet. Le plan de communication du projet, c'est le parent pauvre de la gestion de projet. C'est un petit peu comme la gestion des risques. C'est les 2 oubliés de la gestion de projet. Pourquoi ? On sait que lorsque les projets sont des échecs, dans 82% des cas, la pauvreté de la communication est un facteur déterminant. La communication, c'est toujours ce qui arrive une fois qu'on a fait le reste. Et comme généralement, on n'a déjà pas le temps de faire le reste, la communication, c'est ce qu'on ne fait pas. Malheureusement, on le voit, c'est grâce à la communication qu'on engage nos parties prenantes. Donc, c'est très important, au-delà de toutes ces analyses stratégiques avec nos parties prenantes, pour bien les identifier, les classer, etc., c'est de déterminer comment on va les maintenir engagés au travers de la communication. Et en fait, on a à nouveau des stratégies différenciées sur le plan de communication qui, au regard des 4 stratégies, effort minimal, maintenir satisfait, surveiller de près, éduquer ou en tout cas communication bidirectionnelle, on va avoir 5 niveaux de réponse différentes. La communication pool, qui est le niveau qui nécessite le moins d'efforts en communication de projet. Une communication pool, c'est l'équipe projet met à disposition du projet, des parties prenantes, de l'information et attend des parties prenantes qui viennent les chercher. Donc en fait, c'est sur un site internet, c'est sur un blog, on met de l'information à disposition et les parties prenantes viennent les chercher. La communication push, un petit peu plus d'effort. C'est une communication à destination de certaines parties prenantes. Ça peut être, on va dire, des mails, ça peut être des newsletters, ça peut être des entretiens. Donc même dans la communication push, on va avoir différents niveaux, on va dire, de communication avec nos parties prenantes. Ensuite, quand on a une plus forte influence, mais encore un faible intérêt, on va développer les consultations. Puis on va renforcer par de la participation. Consultation, c'est on va faire des focus group, par exemple, concernant le produit ou l'évolution du produit. La participation, c'est au-delà des focus group, on va amener
nos parties prenantes à prendre des décisions. Et puis, on va aller jusqu'au partenariat, où là, on est sous une forme de communication extrêmement dense, avec du pull, du push, la consultation, la participation et bien évidemment des moments d'échange. Alors, je suis consciente que c'est un petit peu dense, là, tout ce que je viens de partager avec vous. Est-ce que vous avez d'autres pratiques pour engager vos parties prenantes? Non, de mon côté, j'ai pas d'autres pratiques. Effectivement, l'identification, la classification et l'orientation donnent effectivement, ce sont les prémices du plan de communication qui va découler derrière. Pour ma part, j'utilise surtout la matrice influence-position. Il Mmh. faudrait que j'utilise les autres matrices, qui ont été évoquées, qui ont leur intérêt aussi. Non, vraiment, ouais, ouais, ouais. C'est le principal commentaire que j'avais sur, ces différents slides, effectivement, qui sont riches et denses en termes d'informations. Merci. Alors, je suis étonnée, hein, sur la matrice influence-position. C'est effectivement, c'est pas celle qui est la plus utilisée. La plus utilisée, c'est plutôt la pouvoir-intérêt. Hem, En fait, la difficulté avec la matrice influence-position, c'est que j'imagine vous le faites vraiment en équipe parce qu'elle fait tellement appel à l'expérience, et aux usages passés qu'on peut avoir beaucoup de subjectivité dans le côté soutien et opposition. Donc, je sais C'est pas, vous vrai. avez déjà rencontré Et ce genre de situation? oui, et c'était l'une de mes questions. Effectivement, ces différentes matrices, vous aviez évoqué le fait de les faire en groupe. Mmh, Hem, Ces groupes, heu, d'un point de vue, population, mmh. vous intégrez qui, dans ces différents groupes? Globalement, les responsables de l'eau. D'accord, Les responsables de l'eau, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'aller chercher les gens qui ont déjà travaillé avec ces parties prenantes. Donc si on n'a pas les responsables de l'eau, on peut peut-être aller chercher les responsables métiers, mais globalement les responsables de l'eau, ouais. d'accord. Mmh, mmh. Alors, je m'étais dit que si on avait du temps, on pourrait travailler sur aller plus loin, mais je pense que, j'étais assez bavarde. Donc en tout cas, je vous remercie d'être resté déjà jusqu'à la fin de ce webinaire sur l'engagement des parties prenantes. Donc pour moi, il était effectivement essentiel de rappeler qu'il faut identifier de façon exhaustive nos parties prenantes. Pour engager nos parties prenantes, il est nécessaire d'avoir une organisation claire dans laquelle les rôles sont définis, les attentes sont précisées, qu'il faut être en capacité d'élaborer une stratégie de pilotage avec nos parties prenantes majeures, mais comme vous l'avez souligné, c'est une position qui est à revoir, on va dire, tout au long de la vie du projet, et de bien préciser que la communication est un facteur déterminant pour maintenir l'engagement des parties prenantes. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager avec nous avant que nous n'arrêtions ce webinaire? Non, merci. Merci pour la clarté des slides, et des différents détails apportés, suivant les différents exemples. C'est très intéressant. Merci. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, rendez-vous, comme vous voyez, à la rentrée. La date n'est pas encore arrêtée, mais je la communiquerai sur LinkedIn avec, probablement donc un prochain atelier, un prochain webinaire sur, les indicateurs, ou la gestion des risques. J'ai bien entendu les besoins. Merci beaucoup et puis, Merci bonne Isabelle. soirée, bonnes vacances. Au revoir. Merci, au revoir.